Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Tous les premiers mardis du mois, on vous propose une conversation entre deux personnes passionnées par le vivant qui vous partagent un secret de leur boîte à outils pour l'agroécologie. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Grégoire. Bonjour Opaline. On réalise ce podcast au bord de la rivière, à quelques dizaines de mètres de la ferme des Mawagites, où tu œuvres avec ton collègue Guillaume. Tout à fait. Tu es une de mes plus grandes sources d'inspiration par la manière dont tu expliques les relations entre les plantes et par la manière dont tes voyages t'ont nourri. Tu es ingénieur agronome de formation et après avoir voyagé au Brésil pendant 2 ans, tu as continué ton chemin en développant cette technique en climat tempéré et tu es aujourd'hui maraîcher. Tes paroles m'ont beaucoup émue lors de mon premier passage à la ferme, lorsque devant un jeune noyer qui poussait sous un peuplier, tu m'expliquais comment il avait été probablement planté là par une souris en écureuil qui savait peut-être mieux que nous où planter. Tu as posé tes bagages à Saint-Élix d'Astarac, petit village du Gers, en 2017. En 2017, exactement. Et à chaque fois que je parle de toi, que je viens ici, je suis impressionnée par la vitesse à laquelle la ferme et les projets se développent. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta source d'énergie à toi ? Waouh, c'est une très belle première question qui entame très très bien le sujet. Ma principale source d'énergie, je pense que c'est vraiment l'observation des écosystèmes naturels notamment et la compréhension. En fait, c'est vraiment le jour où j'ai compris intérieurement, pas de manière vraiment intellectualisée on va dire, le fait que l'être humain fait partie pleine de l'écosystème et que nous sommes qu'une espèce parmi les autres. Et du coup, c'est vrai que dès lors qu'on part avec ce prédicat-là et cette initiative-là, c'est une source d'énergie inépuisable, parce qu'on se rend compte qu'on fait partie de quelque chose qui nous dépasse, mais qui vraiment nous permet de nous reconnecter et de donner un sens aussi à notre vie, à notre mission. Et c'est vrai que de là, on se dit qu'il n'y a jamais assez de temps pour œuvrer pour cette abondance-là et pour mieux comprendre comment s'intégrer justement à tous ces écosystèmes naturels, mieux comprendre les espèces qui nous entourent et œuvrer pour viser toujours plus d'abondance et d'interconnexion, on va dire. Donc ça, c'est vraiment une des belles sources d'énergie au quotidien. Où je me lève et je me dis là, aujourd'hui, il y a encore tellement de choses à faire pour que la vie soit encore plus présente en fait, et que la vie au sens large. Et donc ça, c'est vrai que ça motive quand même énormément. Et après, le fait il me semble qu'on est quand même dans une société qui est en totale perte de sens, justement, du fait, je pense notamment une perte on a perdu notre fonction en fait au niveau de cet écosystème et notre compréhension de tout ça. Et donc, il me semble qu'on est vraiment dans une perte de principes moraux, éthiques, philosophiques. Et voilà, je sais que le travail qu'on met en place à la ferme et toutes les rencontres que j'ai pu faire et qui continuent de se développer à la ferme, ça me motive énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici justement et ça leur fait réaliser pas mal de choses. Et c'est une belle source d'énergie et d'inspiration de voir que juste en essayant de faire des choses, ça inspire d'autres personnes. Et c'est vraiment cette notion de pédagogie par l'exemple en fait, et être toujours dans la réconciliation et pas dans le clivage. Et ça, c'est vrai que quand on voit qu'au bout de 3-4 ans, des chasseurs, des agriconventionnels nous chambraient un peu ici, et maintenant ils passent, ils sont putain, ça pousse, hein, oh, c'est bien jeune, hein. C'est une belle source d'énergie aussi et de motivation, quoi. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est un peu les deux qui me viennent à l'esprit en premier lieu. Super. Et du coup, est-ce que une source d'énergie, c'est aussi de te promener dans la nature et d'observer les arbres ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te promènes au milieu des arbres ? Je ressens beaucoup de choses. C'est une source d'énergie, c'est sûr, parce qu'il y a vraiment une espèce de connexion, une reconnexion qui se fait dès lors qu'on apprend à poser un petit peu son cerveau, on va dire, analytique, rationnel, toujours à essayer de rationaliser les choses. Ce que j'ai un peu tendance à faire, et ce que j'essaye de désapprendre en fait. Vraiment, c'est compliqué, hein. On nous a mis ça en tête, notamment en école d'ingé, toujours analyser point par point, etc. Et en fait, c'est vrai que quand on se balade et qu'on pose son cerveau, entre guillemets, en fait, on utilise une autre partie de son cerveau, ça permet de se reconnecter, d'observer la nature avec une autre paire de lunettes, en fait.
Et, et donc c'est vraiment ce que j'essaie en tout cas de réaliser quand je me balade. Et voilà, de pas toujours se dire, ah, là justement le sureau c'est strate moyenne parce qu'il est en dessous de l'or, mais du noyer, mais de dire oh, comment ça se passe, vraiment qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Donc c'est une belle source d'inspiration notamment, d'un point de vue déjà comment imiter au mieux les écosystèmes naturels pour y intégrer, vraiment les comprendre et intégrer des espèces alimentaires, donc tout le principe de l'agriculture syntropique notamment, mais aussi le côté vraiment de se reconnecter à tout ça et aussi apprendre à poser le cerveau et à souffler et à se dire que voilà, la vie est belle, quoi. Et à être peut-être en mode éco et pas égo, tu vois. Exactement. Horizontal et pas je connais. C'est ça, exactement. Et toujours être émerveillé aussi, moi c'est ça que j'adore, je peux faire la même balade tous les jours, je serai toujours émerveillé par quelque chose que je n'avais pas vu, que je n'avais pas saisi, et comprendre que la vie n'est qu'impermanence aussi, et que d'un jour à l'autre on n'observera pas la même chose, puisque la vie n'est pas figée, la vie est en constante... un équilibre dynamique en fait, mais qui est en constante évolution et que voilà, et garder cette notion d'humilité comme tu le disais en effet, où voilà, on apprendra toujours des choses et c'est ça qui est magnifique aussi, quoi. Et comme dirait Ernst, de redescendre de notre piédestal d'espèces intelligentes et comprendre qu'on fait partie d'un système intelligent. Alors justement, pour rentrer un peu plus dans le concret de l'agriculture syntropique, là, on vient de pailler des planches maraîchères avec des tontes d'herbe. Ouais. Et on a aussi enlevé du chardon et on a vu qu'en enlevant un pied de chardon, on avait 10 vers de terre qui sortaient. C'était dingue, hein, ouais. Donc c'était l'abondance pour le coup. C'était l'abondance, ouais. Et donc en agriculture syntropique, on parle beaucoup d'abondance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que ta ferme est abondante ? Bonne question, parce qu'il y a l'abondance, elle peut être vue de beaucoup de manières différentes. J'estime qu'elle est vraiment, si on reprend un peu justement nos phases de succession, de phases, je pense qu'elle est en pleine phase d'accumulation. Accumulation au point de vue vraiment pragmatique du terme, de matière organique, d'espèces qui s'implantent de plus en plus, d'augmentation de la fertilité du sol, de l'humus, etc., du nombre de vers de terre, de toutes les relations un petit peu entre les espèces qui commencent justement à tendre vers l'équilibre. Et également au niveau, on va dire, éthique, philosophique et humain, on a vraiment une phase d'accumulation, de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être aussi, parce qu'on est en collectif. Donc on apprend à se connaître au quotidien, à accumuler justement des savoirs sur l'autre, mieux comprendre l'autre, comprendre ses réactions, savoir quand ça va bien, quand ça va pas bien, c'est vraiment du faire ensemble. Et on est encore dans cette phase d'accumulation-là, qui sera toujours un petit peu sous-jacente forcément, mais pour moi on est vraiment dans cette phase-là, que ce soit au niveau agronomique, au niveau vraiment écosystémique, au niveau du savoir-faire, au niveau du vivre ensemble, on est vraiment dans une phase d'accumulation. Mais l'abondance commence à poindre son nez vraiment, comme on le voit avec avec le taux de matière organique qui remonte, avec les vers de terre qui sont omniprésents maintenant sur la ferme, et même au niveau des récoltes qui sont de plus en plus abondantes. Ouais. On le sent vraiment que c'est en train il y a vraiment un déclic qui est en train de se faire. Et c'est vraiment très très réjouissant parce que ça fait 3-4 ans qu'on bosse dur, qu'on essaie d'implanter des systèmes qui tournent bien. Et c'est magnifique de voir comment tout ce qu'on fait, l'écosystème nous le rend au centuple en fait. Dès qu'on apprend à le connaître et à rentrer dans sa dynamique et justement dans son engrenage, tout devient facile en fait. Enfin facile, je m'avance un peu, mais tout devient plus logique en tout cas et plus évident, c'est ça. Et donc en fait, là tu vois que l'abondance est de plus en plus importante, Ouais. mais au sens agriculture syntropique du terme. Ouais. Le système sera abondant quand quand les arbres seront dans leur fleur de l'âge, entre guillemets. Exactement. Alors le terme abondance, c'est vrai que quand on reprend un peu la racine, c'est vraiment le terme affluer. En fait, l'abondance, c'est avoir plus que j'en ai besoin. En anglais, overflow, c'est déborder. Déborder, c'est Ouais. ça. Et donc c'est vraiment déborder, c'est avoir plus que ce dont j'ai besoin. Et donc j'estime que la ferme sera en pleine phase d'abondance quand cela sera permis vraiment de pouvoir rayonner sur les écosystèmes alentours. Un peu comme chez Ernst, où maintenant sa ferme de 500 hectares, elle a un impact au niveau du climat, au niveau de la fraîcheur, au niveau de la pluviométrie, au niveau de la température, bien plus large que sa ferme. Donc pour moi, une vraie phase d'abondance, elle est atteinte quand on se rend compte que ça rayonne
même au-delà de son rayon d'action quotidien en fait. Ouais, quand tu pourras produire plus de BRF que tu en as besoin, Exactement. ça sera abondant. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, quand ta connaissance aussi pourra réunir bien plus que toi ce que tu as reçu. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment cette phase d'abondance-là, c'est quand, une fois elle sera atteinte, c'est vraiment quand on pourrait être dans une dynamique vraiment de transmission aussi, que ce soit de matière organique, de graines aussi, de banques de graines qui vont commencer à exploser un peu partout aux alentours, et en effet de connaissances aussi, quoi, de transmettre de plus en plus ce qu'on aura appris ici et affluer un petit peu autour de nous, quoi. Même si on le fait déjà, forcément, parce que les phases c'est vrai qu'on met des mots sur des phénomènes pour se rassurer aussi, hein. C'est bien l'homme qui nomme une espèce avec un nom latin, genre espèce, parce qu'on a besoin de se rassurer. Mais la nomenclature est peu cordiale, puisque encore une fois, ça met des cases aussi, et ça limite un petit peu notre pensée. Et donc on est toujours, phase d'accumulation, d'abondance, c'est toujours un peu les deux au final. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'agriculture syntropique ou agroforesterie successionnelle, qui reproduit les phases de succession de la forêt, enfin de la nature vers la forêt, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples un peu techniques, tu vois, des petites pépites de savoir sur quelque chose que tu as appris récemment, ou pas récemment, mais sur l'organisation des arbres, des choses que tu as observées et qui permettent vraiment de comprendre cette succession, mais plutôt dans la version agriculture, quoi. Pas forcément observé dans la nature. Bien sûr, et en milieu un peu tempéré. Ouais. J'imagine. Mais tout à fait un exemple je pense qui va parler à beaucoup de monde et que tout le monde l'observe vraiment un petit peu au quotidien sans vraiment s'en rendre compte. Je pense que c'est le rôle de la ronce, notamment dans l'écosystème naturel. Donc vraiment ce front pionnier là qui va avancer de par la forêt et vraiment créer toutes les conditions nécessaires pour que beaucoup de graines puissent germer en son sein, vraiment nourrir une espèce de banque de graines, la protéger aussi de certains herbivores. Et donc en fait ce rôle de la ronce, avec notamment tout un cortège mycorhizien en fait, qui est hyper important. Et ce rôle de la ronce peut être très vite imité en écosystème cultivé par la mûre, puisqu'évidemment la mûre c'est un cousin, enfin la ronce est le lointain cousin de la mûre cultivée. Et c'est vrai que moi c'est un petit peu ce que je fais ici, où sur mes lignes d'arbres, et notamment de fruitiers, je mets en place des mûres cultivées tous les 2-3 mètres, ça va dépendre, alors que je fais remarcoter et qui justement vont prendre beaucoup d'espace sur la ligne, permettre en premier temps de faire un léger ombrage aux fruitiers dans les premières années où ça leur est vraiment nécessaire, les protéger du vent, les protéger de la dent des chevreuils si c'est pas vraiment clôturé, permettre de faire une première récolte en fait de petits fruits, de mûres, ce qui est vraiment, vraiment génial. Et en fait je suis persuadé qu'il y a tout le cortège mycorhizien qui va avec. Et dès lors qu'on met un arbre fruitier au milieu d'une prairie, en disant je plante un verger, en fait, comme tu le disais, l'agriculture syntropique va imiter un petit peu ces phases justement qui fait qu'une prairie tend à être une forêt. Et bien lorsqu'on met un arbre fruitier au milieu d'une prairie, en fait on loupe beaucoup d'étapes. Et donc c'est normal qu'il y ait des problèmes de fertilisation, de fertilité, c'est normal qu'il y ait des problèmes de carence, c'est normal qu'il y ait des problèmes d'absorption du phosphore par exemple, des choses comme ça, et notamment également au niveau de la mycorhize, quoi. Et quand on joue le jeu de vraiment comprendre cette succession-là et d'insérer des espèces qui ont ce rôle vraiment là, de nourricières notamment, eh bien on se rend compte qu'on met toutes les chances de notre côté pour la bonne implantation de nos arbres fruitiers et également avec une première récolte de mûres assez précoce. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis dans ces lignes Qu'est-ce que la mûre va nourrir? Va nourrir, il y a beaucoup de choses. Il y a j'ai également inséré pas mal d'espèces de saules, de peupliers, de mûriers qui vont également être taillés assez fréquemment, notamment je pense tous les ans, en trogne assez basse pour pouvoir nourrir encore le système. Et au milieu de tout ça, commence à germer beaucoup de noix, de châtaignes que je vais essayer de cultiver ici, même si ce n'est pas un très bon type de sol pour la châtaigne, que je vais venir greffer par la suite. Donc c'est vraiment le berceau, la mûre a vraiment joué le berceau de toutes ces espèces-là. Et j'aurais très bien pu également mettre des pommes, des pêches, des poires, un petit peu tous les fruitiers qu'on peut cultiver ici. C'est notamment ce que je vais faire dans la parcelle que je t'ai montré en descendant, d'un hectare du coup, où je vais mettre la mûre vraiment sur la ligne des arbres. Parce que j'avais tendance à la mettre en interrant. Et là, je suis en train de me rendre compte que c'est un peu une bêtise parce que je ne sais pas trop comment je vais la gérer au bout d'un certain moment. Donc là, je vais la mettre sur la ligne des arbres. Et au bout de 5, 6, 7, 8 ans, quand elle sera trop ombragée, elle aura rempli sa fonction
et elle quittera le système de manière assez naturelle. Et du coup, c'est super, quoi. Et en plus, évidemment, ça m'occupe de l'espace, donc je produis de la matière organique, donc j'ai moins à désherber, vu que toutes les strates sont occupées à chaque moment de la succession. Le sol n'a pas levé des dormances de graines en disant « Oh, là, je peux faire encore un peu de photosynthèse ». C'est bien ça le rôle de nos plantes très mal nommées adventices et mauvaises herbes. Donc voilà, un petit peu comment j'ai pu essayer de comprendre un petit peu le rôle de la ronce et l'adapter à des systèmes cultivés avec la mûre notamment. Ok. Et j'ai envie de reparler de ce noyer qui poussait sous le peuplier. Est-ce que tu peux me donner des nouvelles? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce que tu sais pas où il est? Tout va bien. Non, tout va bien pour lui, je crois. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Je n'ai pas fait un petit coucou, mais non, mais il est toujours là, en très bonne santé, protégé par le peuplier. Donc tout va bien pour lui. Je pense qu'il va croître de manière très très vigoureuse, puisque comme on le disait un petit peu, tu le disais en introduction, il a été planté soit par un écureuil, je me demande si c'est pas une pie en fait. Ah. J'ai observé là depuis pas mal de temps maintenant les pies, on a beaucoup de pies ici et elles se baladent toujours avec soit des glands, soit des noix dans le bec. Et du coup, il me semble bien que ça pourrait être les pies qui est planté, qui est semé ce noyer là pile sous ce peuplier. Et je pense qu'il va croître de manière très très vigoureuse parce que le peuplier aura commencé déjà à faire son travail racinaire, le noyer va suivre et il va croître un petit peu à l'ombre au début des premières années du peuplier, et puis après prendre sa strate émergente à la place du peuplier. C'est super, c'est vraiment super intéressant de voir ça, quoi. Et moi je me pose quand même une question, c'est en voyant tout ce que tu vas planter là, tout ce que vous allez planter sur la ferme comme arbre, Ouais. Là actuellement il y a combien d'hectares en tout? Là on a 4 hectares 8, mais en SAU, enfin en surface utile, on a 3 hectares 5. Ouais. Et on a cultivé en ce moment, il y a un peu plus de 2 hectares. D'accord. Entre maraîchage et verger. C'est toujours un peu problématique de dire on a ça en verger, ça en maraîchage, parce qu'on est dans une dynamique évidemment d'agroforesterie, de verger maraîcher, donc tout se mêle un petit peu. Mais en gros, on est sur 2 hectares et demi là pour l'instant de maraîche et arbo, avec un peu de prairie au milieu de pas mal de choses qui se mêlent. Et par rapport au temps que tu passes en ce moment, c'est quand même un boulot à temps plein, maraîcher, on va dire. Ouais. Et au fait que les surfaces s'étendent, ouais. Comment tu imagines la gestion du temps de travail? Est-ce que tu vas un jour installer quelqu'un de plus? Est-ce que... on y pense. Moi, ça m'impressionne en fait, toute cette plantation. Tu m'as dit aussi tout à l'heure que tu voulais peut-être rationaliser un petit peu l'agroforesterie syntropique. Ouais, c'est vraiment ça, je pense que c'est les défis qui nous attendent pour les prochaines années. C'est vraiment ça pour moi, on y est, quoi. Ça fait plusieurs années qu'en milieu tropical, je commence à vraiment commencer à comprendre comment ça fonctionne, en milieu tempéré également. Et maintenant la clé, vraiment là, le véritable enjeu, ça va être de comprendre comment viabiliser ces systèmes d'un point de vue vraiment économique. Et donc ça va passer par plusieurs choses. Il me semble trouver un compromis entre vraiment les écosystèmes naturels très très biodivers, beaucoup de strates vraiment très complexes à comprendre et à gérer derrière, et des milieux totalement dégradés. Donc il y a vraiment un compromis à trouver, mais vraiment tendre le plus possible vers des écosystèmes naturels avec une grosse densité à l'hectare, avec beaucoup de biodiversité, mais que ce soit quand même facilement gérable. Et il y a tout un autre volet qui est celle de la mécanisation. À un moment donné, si on veut que ce type de système soit reproductible et applicable à toutes les filières, à tous les climats et sur tout type de parcelles, il faut qu'on vise la mécanisation. Il y a pas, voilà, hein. Et qui dit mécanisation dit... c'est vrai que la mécanisation est un peu, pas diabolisée, mais dès qu'on parle de mécanisation aujourd'hui, oui, c'est gros, ça fait peur, et c'est du pétrole. Mais si c'est bien géré, on peut vraiment... Il ne faut pas oublier que la mécanisation, c'est nous qui la créons. C'est un outil que l'homme crée. On n'est pas dépendant de ce qu'on a déjà créé, du labour. Enfin, on peut tout réinventer, en fait. Donc on peut très bien inventer une machine tout à fait très ergonomique qui va permettre au système vraiment d'accumuler de l'énergie et vraiment d'être au service du vivant, en fait. C'est vraiment recréer de la technologie au service du vivant. Et donc dès lors qu'on aura un petit peu bossé là-dessus, notamment je sais que Ernst maintenant il passe énormément de temps là-dessus, et je lui fais entièrement confiance pour mettre en place des choses merveilleuses. Pour moi c'est les deux gros enjeux là, c'est trouver des systèmes plus faciles à gérer, on va dire, et de la mécanisation.
Donc pour des systèmes petits comme nous, de 1 hectare de verger, en gros, ça va être pas mal de systèmes, notamment de motofaucheuses. Donc des motofaucheuses qui vont couper la strate herbacée avec des bras endaineurs pour endainer directement sur les côtés, sur la ligne des arbres. Donc là, en un passage, on fauche et on dispose l'herbe sur la ligne des arbres. Ça, c'est quand même vraiment génial. Avec une coupe magnifique, vraiment très très belle. Donc une repousse optimisée de la graminée pour optimiser les fauches au fonction de l'année, etc. Et après, voilà, le deuxième gros bébé qui est en train d'arriver avec Ernst, ça c'est une machine pour tailler les arbres. Donc avoir un système de reconnaissance de taille au niveau des trognes avec un broyeur intégré. Et donc de pouvoir broyer en même temps qu'on taille et le disposer soit en espèce de pluie de BRF, une pluie de fertilité magnifique sur tout le champ, soit la localiser sur le rang. Et donc ça ouvrirait la porte à des systèmes sur 100 hectares de grandes cultures avec une ligne d'arbres tous les 10 mètres, taillée tous les ans. Voilà. Donc on est un peu là-dessus. Pour moi, au niveau du maraîchage, ça reste un peu compliqué parce que c'est beaucoup de demande de matière organique, du maraîchage, des cycles très courts de fertilité. Donc là, c'est un autre questionnement encore. Mais vraiment sur quoi moi j'aimerais tendre, donc de plus en plus sur la production de fruits. Il y a beaucoup de choses à inventer, des choses vraiment pas compliquées, quoi. Enfin, c'est pas mon métier, je commence à comprendre ce qu'il faudrait mettre en place. Donc travailler main dans la main avec des ingénieurs et des entreprises de production de technologie agricole. Je veux dire, on arrive à aller sur la Lune et faire de la fission nucléaire. À un moment donné, créer un broyeur de branches qui dispose la BRF sur la ligne, je pense que c'est possible quand même, quoi. Ah ouais, c'est super important de se souvenir qu'en fait, si on met notre intelligence d'être humain au service du vivant, tout à fait. C'est possible, quoi. Tout à fait. Je veux dire, je vois arriver des bécanes maintenant en grande culture. C'est une technologie très très avancée, quoi, qui coûte des millions d'euros au développement. Si on mettait ce service-là à des choses bien plus intelligentes. Enfin là, c'est tout bête. Par exemple, Ernst, il a développé un outil pour travailler une ligne d'arbre, enfin travailler une ligne de plantation avec une sous-soleuse intégrée, 3 dents, une herse rotative en même temps. Ça n'existait pas, quoi. Donc on devait faire 2 passages de tracteur, donc plus de pétrole, donc plus de compaction. Là, c'est un outil qui décompacte sur 60 cm et qui fait la terre fine sur 30 cm avec une ergonomie et une complémentarité des 2 outils qui fait qu'ils travaillent en synergie, donc il y a besoin de beaucoup moins de chevaux pour tirer. Et en un passage, on prépare une ligne d'arbre magnifique à planter. Donc voilà, et ça coûte 6 000 €, quoi. Donc en CUMA, c'est tout à fait, il n'y a aucun souci, quoi. Donc je veux dire, voilà. Donc moi, les arguments du type oui, mais ça ne marchera jamais parce que c'est pas mécanisable, c'est des faux arguments en fait. C'est juste qu'on ne veut pas se donner les moyens d'y arriver. Alors justement, ça me fait penser à la jeunesse et au fait qu'il faut qu'on retrouve aussi une abondance de paysans dans les territoires. Et toi, tu es jeune déjà, tu as 27 ans depuis 15 jours. Oui, exactement. Et puis, tu reçois à partir d'aujourd'hui une petite troupe d'étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse. Et puis tu commences les formations, donc tu as une certaine vision de la pédagogie. Oui. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur la manière dont former les paysans de demain? Est-ce que tu as des petites clés à partager, des choses qui sont essentielles pour toi? Alors, en tout cas, moi, comment je fonctionne, c'est vraiment le fait que là, j'organise pas mal de formations en ce moment au niveau notamment des vergers maraîchers. Donc pour moi, il y a une belle transition déjà vers l'agriculture syntropique. Mais j'aime bien commencer par ça parce que j'entame de suite avec le côté économique. Et pour moi, il est primordial. Vraiment, la viabilité économique est primordiale puisque c'est lorsqu'on aura vraiment atteint une croisière, une routine économique, qu'on peut se permettre aussi derrière de tester, d'expérimenter, de prendre un peu plus de risques, on va dire. Mais malheureusement, aujourd'hui, je vois beaucoup de formateurs qui n'ont pas ce recul-là, parce qu'ils ne sont pas agriculteurs en fait. Et ils ne se rendent pas compte de ce que c'est de trembler à chaque fois qu'il y a une gelée qui est prévue, qu'il y a de la grêle, qu'on a planté beaucoup trop dense aussi. Voilà, il ne faut pas envoyer les gens en casse-pipe, quoi. Le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est dur. Pour moi, c'est un des métiers les plus complexes au monde, les plus valorisants aussi, et les plus complexes au monde. Et donc, il ne faut pas mentir aux gens. Leur dire que oui, l'agriculture syntropique, c'est super, ça marche partout, tout le temps. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir le faire. Donc, il y a ça aussi, quoi. Il y a vraiment, pour moi, c'est une des notions clés. J'essaie vraiment de ne pas vendre du rêve aux gens. Et je leur explique vraiment la situation telle qu'elle est. Et je leur dis, en tout cas, ce qui pour moi a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi je pense que ça n'a pas marché, pourquoi ça pourrait marcher ailleurs. Donc déjà, il y a cette notion-là vraiment
de prendre du recul au niveau économique et d'être honnête par rapport à ça. Et il y a aussi vraiment l'humilité, de se dire qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais peut-être, et que c'est magnifique, et que c'est ça travailler avec le vivant. Et de se réintégrer au vivant, c'est vraiment faire partie de cette imprévisibilité aussi là, et de savoir qu'il ne faut pas être tout le temps dans le contrôle et de devoir tout contrôler dans son système, et de savoir qu'il y a des choses qui vont nous arriver, il faudra réagir de manière assez prompte, mais ça va arriver, on n'aura pas prévu. Et c'est comme ça. Donc garder toujours une humilité par rapport au vivant et se dire que c'est pas parce qu'on a étudié 10 ans, qu'on connaît par cœur les strates, qu'on va pas se gaufrer en fait. Donc il y a un peu ça également. Ouais. Donc, vraiment c'est humilité, transparence, voilà, au niveau des chiffres, au niveau des erreurs qu'on a pu faire, au niveau économique. C'est deux belles notions déjà. Dès lors qu'on arrive à insuffler ça aux participants, ils repartent vraiment avec une vraie vision en fait, pas une vision biaisée un petit peu. Et aussi la notion du fait qu'on produit la nourriture des gens. C'est quelque chose de magnifique. Il ne faut pas se laisser marcher dessus par des remarques, parfois des insultes ou des agressions un peu verbales ou des espèces de menaces de oui, mais tu viens du monde citadin, t'as rien à faire ici. Ouais, mais en fait, j'ai envie de produire de la nourriture pour les gens, de la nourriture saine, gustativement bonne, nutritionnellement aussi bonne. Voilà, je me sens que c'est ma fonction d'écosystème et personne ne peut t'en empêcher en fait, c'est de faire ça. Et ça, pour moi, c'est primordial aussi de se dire que faut écouter, il faut prendre connaissance de tout ce qu'on nous dit. Il faut être vraiment dans une notion de réconciliation et de symbiose avec tous les protagonistes du monde agricole. Donc les chasseurs, les communautés, la petite perdue là-bas, les agriculteurs bio, pas bio, les centres d'agriculture, les GAB, etc. Prendre ce qu'il y a à prendre, échanger, se réconcilier avec tout ça et voilà, suivre sa voie. Mais voilà, ne pas hésiter à suivre aussi ses envies, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est important Déjà, je voulais savoir si les voyages te manquaient. Et est-ce que tu penses que c'est important de voyager pour apprendre ? Voyager pour apprendre, c'est vital. Moi, je n'ai jamais autant appris sur les autres et sur moi-même qu'en voyageant. Puisque c'est en sortant de sa zone de confort d'un point de vue humain, qu'on se confronte aussi à ses propres démons, un petit peu, à ses problèmes d'ego, de timidité, tout ce qui peut nous arriver, tout ce avec quoi on a été fondé un petit peu en fait, par notre héritage aussi d'éducation. Donc pour moi, le voyage, ça insuffle un élan incroyable de remise en question. C'est vraiment des phases où tout est possible en fait. C'est page blanche, on peut trop partir de zéro, on peut changer nos habitudes un peu malsaines, et donc ça vraiment au point de vue humain, rencontrer des gens merveilleux qui te changent une vie, et aussi d'un point de vue purement, on va dire, agronomique, écosystémique, on rencontre d'autres plantes qu'on ne connaît pas, et donc c'est pas juste, je sais que, le peuplier c'est en zone humide, donc voilà, en fait on n'apprend plus à l'observer. Dès lors qu'on commence à observer des plantes qu'on ne connaît pas, on a une autre vision, et on arrête d'appliquer des recettes. On se dit, ah oui d'accord, là je la connais pas, mais elle a l'air de vouloir évoluer comme ça, et après on se renseigne en fait. Et on se dit, ah oui d'accord, donc c'est bien ce que j'avais vu, quoi. Elle a besoin un peu d'ombre au début, etc., etc. Et donc pour moi c'est vraiment vital de voyager moi c'est ça, je pense, qui m'a beaucoup aidé, c'est de découvrir l'agriculture syntropique en milieu tropical. Et donc moi je connaissais peu de plantes là-bas, donc j'ai vraiment essayé d'apprendre les principes derrière les fondements de l'agriculture syntropique qui m'ont été transmis par Ernst. Et du coup, je ne connaissais pas les plantes, je ne pouvais pas appliquer des recettes, ça n'avait aucun sens. Et du coup, en revenant en France, j'ai pu justement apporter cet œil-là, ce prisme-là, à des plantes que je connaissais. Et donc c'était vraiment, vraiment génial, parce que j'ai toujours un peu peur en fait quand on forme des gens, des participants en milieu tempéré, on leur parle de plantes, ils plantent un système, et j'ai toujours peur qu'ils appliquent des recettes en fait, tu vois, qu'ils appliquent à la lettre ce qu'on leur a dit. Alors que c'est pas ça du tout le but du jeu, quoi. Et du coup, le fait de voyager, ça nous permet d'ouvrir notre vision, d'avoir un autre prisme et de ne pas tomber dans l'écueil parfois d'appliquer des recettes, quoi. Donc pour moi, le voyage, c'est vraiment c'est incroyable. C'est vraiment, ça permet de découvrir énormément de choses et de se rendre compte aussi de la chance qu'on a en France aussi. Ça, c'est d'autres parallèles, mais voilà, qu'en France, il y a beaucoup de sujets à aborder par rapport à ça, mais au niveau du milieu de l'installation agricole, enfin, c'est tout à fait réalisable.
Tu vois, on est très accompagné, la DGA, etc., etc. Enfin, c'est quand même du luxe, quoi. Faut pas perdre de point de vue cela, quoi, aussi, quoi. Donc voilà, donc je conseille à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, de voyager le plus possible pour apprendre, pour mieux se connaître, mieux connaître les autres aussi, et voilà, et se confronter aussi à d'autres écosystèmes, tout simplement, pour mieux comprendre l'écosystème, la nature, et comment elle fonctionne en fait aussi. Bah écoute, ce que tu dis, c'est vraiment un plaidoyer pour l'école d'agroécologie voyageuse. C'est super. Carrément. Ah mais c'est pour ça que moi, comme je te le disais, je suis très heureux d'être un soutien avec le peu de temps que je peux avoir, mais voilà, d'accueillir des étudiants, de participer le plus possible, parce que ce projet a énormément de sens. Et parce que moi j'aurais beaucoup aimé en fait y participer si j'avais pu il y a quelques années en fait, tout simplement. Donc ouais non mais c'est vraiment magnifique, ouais, carrément. Ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à partager, alors que ce soit enfin, un dernier truc à dire, peut-être En fait, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tu peux aussi partager des choses essentielles pour toi, pour les gens qui connaissent la ferme, qui viennent acheter tes légumes, qui achèteront bientôt des fruits. Un dernier truc à partager? Ou Waouh. autre, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Ben, un grand merci à tous en fait, tout simplement. Je me rends compte que je prends pas assez le temps de remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, qui continuent de m'aider. Tu vois là aujourd'hui il y a encore 2 amis qui sont là pour nous filer un coup de main. Enfin, dès lors qu'on rentre dans cette dynamique d'abondance, du vivant, de partage et de bienveillance, en fait tout se fait tout seul. Dès qu'on est dans une posture de réconciliation et de justement pas dans le clivage, pas de montrer du doigt ce que les gens font mal, mais dire venez à la ferme, regardez comment on fait, tout simplement. Et peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous plaira pas, peut-être que ça pourra pas marcher chez vous, mais en tout cas c'est vraiment cette pédagogie par l'exemple aussi, quoi. Et arrêter toujours de critiquer, d'être dans voilà, de montrer du doigt. Nous on fait plein de conneries ici, on est les premiers à s'en marrer et à montrer aux gens les conneries qu'on fait en fait, quoi. Parce que c'est ça aussi, faut pas se prendre au sérieux non plus, quoi. Voilà, il y a le côté de, enfin la vie est une fête, quoi. La vie, on est là, la vie n'est que location, on est là pour s'amuser aussi, quoi. Et ça on le perd de vue de plus en plus. C'est pour ça que nous la ferme, elle s'appelle la ferme des Mawagites. Ça veut dire la ferme des maladroits, parce qu'on est maladroit et on le sera toujours, quoi. Et que voilà, on voulait pas. Enfin ouais, moi c'est un mot qui nous colle à la peau, quoi. J'adore ce mot parce qu'on fait des conneries, on en fera toujours et on s'amuse en fait, quoi. Et on essaie de remplir notre fonction d'homme dans l'écosystème, voilà, justement toujours d'abondance, voilà, de propagation de graines, de notre rôle promis en fait, je pense, de l'espèce humaine, et qu'il faut le faire avec joie en fait, et que comme le dirait Ernst, toutes les relations, toutes les actions ne sont guidées que par le plaisir interne en fait. Et dès lors qu'on s'écoute et qu'on est heureux de faire quelque chose, ça veut dire qu'on le fait bien en fait, tout simplement. Et toi, tu es vraiment dans ton élan de vie, quoi. Tu t'es pas en train de faire un truc t'as pas l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Tu suis vraiment ton élan. Ouais, carrément. Moi, le matin, je me réveille, je suis très heureux, quoi. Je me dis, waouh. Tu sais que tu es au bon endroit. Je sais que je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes au bon moment. Et je me dis, j'ai tellement de chance d'être là, en fait. J'ai tellement de chance d'avoir vécu ce que j'ai pu vivre, d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés, d'être né avec tout voilà, toute l'éducation que j'ai pu avoir, etc., tout le confort, etc., que je vais pas me plaindre, en fait. Déjà, il y a ça, et le côté, j'ai vraiment trouvé ma voie, et je me sens heureux, en fait. Vraiment heureux de pas le côté, parce que je remplis ma mission. Enfin, tu vois, c'est pas ça, c'est vraiment je suis heureux de faire ce que je fais en fait, tout simplement. Et je me dis que si je suis heureux de le faire, c'est que je dois le faire pas trop mal, quoi. Et c'est peut-être un peu, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je suis très heureux on est ravis d'accueillir du monde à la ferme, que ce soit les clients pour le magasin à la ferme, tous les événements culturels qu'on fait, tu vois, accueillir les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse. Moi, ça me rend très heureux en fait, parce que l'abondance, elle passe aussi par l'échange. Et voilà, après évidemment il y a des moments où on a préféré être seul, etc. Il y a des phases un peu plus différentes, c'est normal parce que la vie n'est qu'impermanence également, mais voilà, en tout cas être dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le partage. Je suis toujours ravi d'accueillir des gens parce que j'apprends beaucoup des gens aussi. Et voilà, que cette ferme soit un petit oasis, un petit havre de paix aussi, où les gens puissent venir, apprendre, se ressourcer, filer un coup de main, chiller, un peu tout ça, quoi. Et donc voilà, et ça fait le lien avec ta question à laquelle je n'ai pas répondu sur le fait que est-ce que le voyage me manque? Non, plus maintenant.
Ouais. Parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager et j'ai vraiment vécu ce que j'avais, enfin, des choses vraiment géniales à l'étranger. Et j'ai été très heureux de revenir. J'étais très très triste de partir du Brésil, j'en ai vraiment pleuré. Mais j'étais très heureux de revenir en France également. C'était un sentiment très, vraiment une espèce de dualité assez forte, quoi, de dire. Ouf. Et en fait, de revenir en France, de me réancrer dans, voilà, dans mon écosystème aussi, quoi. C'est con, mais avoir 4 saisons, c'est des choses qui m'ont beaucoup manqué. Et voilà, je sens que ma fonction, elle est là, quoi. Elle est ici, quoi. Et je suis très heureux de la vivre pleinement ici aussi. Ouais. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Enfin, moi, ça me met vraiment en joie, pour le coup, abondance de l'échange. Enfin, je suis super contente d'avoir fait cette petite interview. Yes, mais merci à toi d'avoir pensé à moi surtout. Je suis très heureux de t'accueillir et de vous accueillir avec l'école d'agroécologie voyageuse et de pouvoir parler un petit peu de ce qu'on fait brièvement avec ce podcast. C'est un vrai plaisir. Trop bien. Trop bien. Merci. Avec grand plaisir. C'est trop cool. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.